La lumière du matin entre par ma fenêtre. Je regarde mon cahier bleu sur la table. Le cahier est vide depuis 3 semaines maintenant. Ma tasse de café devient froide dans ma main. Je pense à tous les podcasts que j'écoute chaque jour pendant mes trajets en bus. Je comprends presque tout maintenant. Mais hier, au café, une femme française m'a posé une question simple. Ma bouche refuse de former les mots. Mon cerveau connaît la réponse, mais ma langue reste silencieuse. Après quelques mois d'apprentissage intensif, je réalise quelque chose d'important. Je deviens excellente pour comprendre le français, mais terrible pour le parler. Est-ce que je fais tout à l'envers? Bonjour mon ami. Je m'appelle Kasia et je viens de Cracovie en Pologne. Aujourd'hui, je veux partager mon histoire avec toi. C'est une histoire sur mes erreurs et mes découvertes. Avant de continuer, dis-moi dans les commentaires de quel pays tu regardes cette vidéo. J'adore connaître mes spectateurs du monde entier. Chapitre 1. La promesse qui change tout. En septembre 2023, je fais une promesse à moi-même. Cette promesse change ma vie de manière inattendue. Je décide d'apprendre le français en 15 mois. Mon objectif est clair et précis. Je veux parler couramment avant mon 25e anniversaire. Mon copain Thomas habite à Lyon pour son travail. Nous communiquons en anglais depuis 3 ans maintenant. Mais je veux surprendre sa famille lors du dîner de Noël 2024. Je veux parler avec eux dans leur langue maternelle. Le premier jour, je télécharge cette application différente sur mon téléphone. Je m'inscris à 3 cours en ligne. J'achète 5 livres de grammaire française. Mon enthousiasme est immense et débordant. Je pense que plus j'ai de ressources, plus vite j'apprends. Cette logique semble parfaite dans ma tête. Mais mon ami, cette logique est complètement fausse. Chapitre 2. L'obsession pour les podcasts. Pendant les 2 premiers mois, je découvre les podcasts français. Mon premier podcast s'appelle Français authentique, avec Johan. Sa voix est calme et rassurante. Il parle lentement et clairement. Je comprends environ 40% de son contenu au début. Cette sensation de comprendre me donne beaucoup de bonheur. Chaque jour dans le bus, j'écoute pendant exactement 45 minutes. Le trajet entre ma maison et mon travail devient mon moment préféré. Après 3 semaines, je trouve d'autres podcasts intéressants. J'écoute In French, avec Hugo. J'écoute aussi News in Slow French, chaque matin. Mon temps d'écoute quotidien passe de 45 minutes à 3 heures. J'écoute pendant le petit déjeuner. J'écoute pendant mes pauses au bureau. J'écoute même pendant que je fais la cuisine le soir. Ma colocataire Zofia commence à s'inquiéter pour moi. En novembre, quelque chose de magique se produit pour moi. Je commence à comprendre presque 70% des podcasts. Les mots deviennent familiers et reconnaissables.
Les structures de phrases ont du sens dans mon esprit. Je me sens comme une championne du français. Mais mon ami, cette sensation est une dangereuse illusion. Chapitre 3. Le silence embarrassant. Décembre arrive avec le froid et la neige. Thomas m'invite à Lyon pour un week-end. Sa mère Gisèle organise un petit dîner familial. Je suis très excitée, mais aussi terriblement nerveuse. Pendant le trajet en train, j'écoute mes podcasts préférés. Je me sens prête et confiante. Mon oreille comprend tout maintenant. Donc, ma bouche va certainement bien parler aussi. Le dîner commence à 19h exactement. La famille de Thomas est chaleureuse et accueillante. Gisèle me pose la première question en français. Elle demande comment je trouve la ville de Lyon. C'est une question simple et basique. Dans ma tête, je connais parfaitement la réponse. Je veux dire que Lyon est magnifique et historique. Mais quelque chose de terrible se passe dans mon cerveau. Les mots restent coincés quelque part entre ma pensée et ma bouche. Mon visage devient rouge et chaud. Mes mains commencent à trembler légèrement. Finalement, après 15 secondes horribles de silence, je dis seulement bien. Un seul mot après 3 mois d'études intensives. Non pardon, je dis c'est bien. 2 mots seulement. Le regard de Thomas montre sa surprise totale. Sa mère sourit gentiment, mais je vois sa confusion. Le reste du dîner se passe en anglais. Cette soirée devient mon plus grand moment de honte. Chapitre 4. La découverte douloureuse. De retour à Cracovie, je pleure pendant 2 jours entiers. Mon rêve de parler français semble impossible maintenant. Zofia essaie de me consoler avec du chocolat et du thé. Elle dit que 3 mois ne sont pas suffisants. Mais je sais que le problème est différent. Le problème n'est pas la quantité de temps. Le problème est ma méthode d'apprentissage complètement déséquilibrée. Je fais une analyse honnête de mes activités. Chaque semaine, j'écoute environ 20 heures de podcasts français. Mais je parle français exactement 0 minutes par semaine. Je lis peut-être 1 heure de texte français. J'écris seulement quelques phrases dans mon application Duolingo. Mon cerveau devient excellent pour recevoir le français. Mais mon cerveau est terrible pour produire le français. Cette découverte me fait très mal au cœur. J'investis tant d'énergie et de temps. Mais mon investissement va entièrement dans une seule direction. C'est comme faire seulement du vélo pour les jambes. Puis être surprise que mes bras restent faibles. Mon ami, l'équilibre est le secret de tout apprentissage réussi. Chapitre 5. La recherche commence. En janvier 2024, je commence des recherches sérieuses. Je veux comprendre la science de l'apprentissage des langues. Je lis des articles sur la linguistique appliquée. Je découvre un concept important appelé « compétences réceptives versus productives ». Les compétences réceptives incluent lire et écouter.
Les compétences productives incluent parler et écrire. Mon problème devient très clair maintenant. Un linguiste américain nommé Stephen Krashen explique quelque chose d'important. Il dit que l'input compréhensible est essentiel pour l'apprentissage. Cela signifie écouter et lire beaucoup de contenu. Mais il y a un autre linguiste, Meryl Swain, qui ajoute quelque chose de crucial. Elle parle de l'hypothèse de l'output. Elle explique que produire la langue est aussi nécessaire. Quand nous parlons ou écrivons, nous testons nos connaissances. Nous découvrons nos lacunes et nos erreurs. Je trouve aussi des statistiques intéressantes sur l'apprentissage des langues. Une étude de 2019 montre que les apprenants ont besoin d'environ 600 heures pour atteindre le niveau B2 en français. Mais ces 600 heures doivent être bien réparties. Les chercheurs recommandent environ 40% pour écouter, 30% pour lire, 20% pour parler et 10% pour écrire. Ces chiffres ne sont pas absolus bien sûr, mais ils donnent une bonne direction générale. Chapitre 6 : Le nouveau plan radical. Armé de ces nouvelles connaissances, je crée un plan complètement nouveau. Ce plan est radical et différent de mon approche précédente. Je décide de restructurer totalement mon temps d'étude. Mon objectif est de trouver le bon équilibre magique. Je crée un tableau avec 4 colonnes principales. La première colonne s'appelle « Écouter ». Je décide de réduire mon temps d'écoute de podcast. Avant j'écoutais 3 heures par jour. Maintenant je limite à 1 heure maximum. Cette décision est difficile pour moi. Les podcasts sont devenus ma zone de confort. Mais mon ami, la zone de confort est l'ennemi du progrès. La deuxième colonne s'appelle « Lire ». Je dois augmenter ma lecture de manière significative. Avant je lisais presque rien du tout. Maintenant je m'engage à lire 30 minutes chaque jour. Je choisis des livres simples pour débutants. Je commence avec Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est un classique français que tous les enfants connaissent. La troisième colonne s'appelle « Parler ». C'est ma priorité absolue maintenant. Je m'inscris sur une plateforme appelée Italki. Cette plateforme connecte les étudiants avec des professeurs natifs. Je réserve 3 sessions de 30 minutes chaque semaine. Ces sessions coûtent environ 15 € par session. C'est cher pour mon budget limité. Mais je considère cela comme un investissement essentiel. La quatrième colonne s'appelle « Écrire ». C'est la compétence que je néglige le plus. Maintenant je décide d'écrire un petit journal quotidien. Chaque soir, j'écris 5 phrases sur ma journée. Ces phrases sont simples mais correctes. J'utilise une application appelée Language Tool pour vérifier mes erreurs. Chapitre 7 : Les premiers jours terribles. La première semaine avec mon nouveau plan est absolument terrible. Ma première session de conversation sur Italki commence mal.
Mon professeur s'appelle Amélie et elle vient de Bordeaux. Elle est patiente et gentille. Mais je ne peux pas former de phrases complètes. Mes réponses sont seulement oui, non, peut-être. Je connais tous les mots dans ma tête. Mais ma bouche refuse de coopérer avec mon cerveau. Après la session, je pleure encore une fois. Zofia me dit d'abandonner ce professeur difficile. Mais je sais que le problème n'est pas Amélie. Le problème est que je commence enfin à affronter ma vraie faiblesse. Mon ami, affronter nos faiblesses est toujours douloureux au début. La lecture du Petit Prince est aussi frustrante. Je dois chercher environ 15 mots par page. Mon dictionnaire devient mon meilleur ami et mon pire ennemi. Chaque page prend environ 15 minutes. À cette vitesse, le livre entier prendra plusieurs semaines. Mais je continue quand même avec détermination. L'écriture dans mon journal est la partie la plus embarrassante. Mes premières phrases sont ridicules et enfantines. J'écris des choses comme « Aujourd'hui je mange une pomme. La pomme est rouge. J'aime les pommes. » C'est le niveau d'un enfant de 5 ans. Mais c'est mon niveau réel en production. Accepter cette vérité est humiliant mais nécessaire. Chapitre 8. La percée inattendue. 2 semaines passent avec mon nouveau système. Quelque chose de surprenant commence à se produire lentement. Pendant ma 7e session avec Amélie, je remarque un changement. Je peux maintenant dire des phrases complètes. Elles ne sont pas parfaites bien sûr. Mais elles existent et elles communiquent mes idées. Un mardi soir, Amélie me pose une question sur ma famille. Avant, cette question provoquait un silence total de ma part. Maintenant, je réponds avec 4 phrases complètes. Je dis que ma mère est professeure de mathématiques. Mon père travaille dans une banque à Varsovie. J'ai une sœur qui étudie la médecine. Ma famille est petite mais très unie. Les phrases sortent naturellement de ma bouche. Amélie sourit largement et applaudit mes progrès. Cette percée arrive grâce à un principe simple. Quand nous pratiquons régulièrement, notre cerveau crée de nouvelles connexions. Les neuroscientifiques appellent cela la neuroplasticité. Chaque fois que je parle français, mon cerveau renforce certains chemins neuronaux. Ces chemins deviennent plus forts et plus rapides avec le temps. Mais ce processus nécessite de la répétition constante. Mon journal devient aussi plus intéressant et plus personnel. Au lieu d'écrire sur des pommes rouges, j'écris maintenant sur mes sentiments. J'écris sur mon travail au bureau. J'écris sur mes rêves pour l'avenir. Mes phrases contiennent encore des erreurs grammaticales. Mais elles contiennent aussi de vraies pensées humaines. Chapitre 9. L'équilibre devient plus clair. En mars, je commence à comprendre quelque chose de fondamental. Chaque compétence linguistique sert un but différent. Elles ne sont pas interchangeables ou égales. Elles travaillent ensemble comme un orchestre symphonique.
Chaque instrument joue sa propre partie unique. Écouter développe ma compréhension orale et mon accent. Quand j'écoute des natifs parler, mon oreille apprend la mélodie du français. Je commence à comprendre le rythme naturel de la langue. Les liaisons deviennent évidentes pour moi. La prononciation s'améliore sans effort conscient. Mon cerveau absorbe les patterns sonores automatiquement. Lire construit mon vocabulaire et ma compréhension grammaticale. Dans les textes écrits, je vois comment les phrases sont structurées. Je découvre de nouveaux mots dans leur contexte naturel. Je peux prendre mon temps pour analyser et comprendre. Lire est comme étudier une carte avant un voyage. Parler transforme mes connaissances passives en compétences actives. C'est ici que la magie vraiment se passe. Quand je parle, je dois penser rapidement. Je dois choisir les bons mots instantanément. Je dois former des phrases sous pression. Cette pratique crée la fluidité et la confiance. Sans parler régulièrement, ma connaissance reste théorique et inutile. Écrire solidifie mes connaissances grammaticales et mon vocabulaire. Quand j'écris, j'ai le temps de réfléchir profondément. Je peux vérifier mes erreurs et mes doutes. Je peux expérimenter avec des structures complexes. L'écriture fait de moi une meilleure communicatrice en général. Chapitre 10. Les défis persistent. Mon ami, je dois être honnête avec toi maintenant. Même avec mon nouveau système équilibré, les défis continuent. Certains jours sont vraiment difficiles et décourageants. Il y a des moments où je veux abandonner complètement. En avril, je traverse une période très occupée au travail. Mon chef me donne un projet urgent avec une deadline serrée. Je travaille jusqu'à 22 heures chaque soir. Mon énergie pour le français diminue considérablement. Certaines semaines, je manque mes sessions avec Amélie. Mon journal reste vide pendant plusieurs jours. Je me sens coupable et frustré. Un autre problème apparaît avec ma lecture. Je finis Le Petit Prince après 6 semaines. Puis je choisis un roman plus difficile. C'est une erreur terrible de ma part. Le livre s'appelle L'étranger, d'Albert Camus. C'est un chef-d'œuvre de la littérature française. Mais c'est beaucoup trop difficile pour mon niveau. Je cherche environ 40 mots par page maintenant. Après 20 pages, j'abandonne ce livre avec déception. Ma pratique de parler révèle aussi mes limites continues. Avec Amélie, je peux maintenant discuter de sujets simples. Mais quand elle introduit des sujets plus abstraits, je lutte énormément. Elle me demande mon opinion sur la politique européenne. Ma réponse est confuse et incohérente. Je mélange le présent et le passé. J'utilise des mots incorrects par accident. Ces moments me rappellent que mon chemin est encore long. Chapitre 11. La sagesse d'ajuster l'équilibre. En mai, je fais une découverte importante sur l'équilibre. L'équilibre parfait n'est pas un chiffre fixe.
Il change selon nos besoins et nos objectifs actuels. Ce que je veux dire est simple mais profond. Si mon objectif principal est de comprendre des films français, j'augmente mon temps d'écoute. Je regarde des films avec des sous-titres français. Je regarde des séries comme 10% ou Lupin. Mon focus devient l'input auditif et la compréhension. Pendant cette phase, 45% de mon temps va à l'écoute. Si mon objectif principal est de passer un examen écrit, j'augmente ma lecture et mon écriture. Je lis des textes académiques et des articles de journaux. J'écris des essais sur différents sujets. Je pratique des exercices de grammaire écrit. Pendant cette phase, ma lecture prend 40%. Mon écriture prend 25%. Si mon objectif principal est de parler avec la famille de Thomas, j'augmente ma pratique orale. Je réserve plus de sessions avec Amélie. Je cherche des groupes de conversation en ligne. Je parle à haute voix même quand je suis seule. Pendant cette phase, 50% de mon temps va à l'oral. Cette flexibilité est essentielle pour éviter l'épuisement mental. Forcer un équilibre rigide devient stressant et contre-productif. Écouter notre intuition est aussi important que suivre un plan. Chapitre 12. L'importance de la consistance. En juin arrive une leçon cruciale sur la consistance. Mon ami, cette leçon change ma vie complètement. 20 minutes chaque jour battent 3 heures chaque dimanche. Cette vérité semble évidente, mais je la prends difficilement. Pendant tout le mois de juin, je teste 2 approches différentes. Les 2 premières semaines, j'étudie seulement le week-end. Samedi et dimanche, je fais des sessions marathon de 4 heures. Je lis pendant 1 heure. J'écoute pendant 1 heure. Je parle pendant 1 heure. J'écris pendant 1 heure. Après chaque session, je me sens épuisé. Les 2 semaines suivantes, je change ma stratégie complètement. Chaque jour de la semaine, j'étudie seulement 30 minutes. 10 minutes de lecture le matin. 10 minutes d'écoute pendant le déjeuner. 10 minutes d'écriture le soir. Le week-end, j'ai mes sessions de conversation avec Amélie. Le volume total est différent, mais beaucoup mieux réparti que les sessions marathon. Les résultats sont spectaculaires et surprenants. Avec les sessions quotidiennes courtes, ma rétention s'améliore énormément. Les informations s'installent mieux dans ma mémoire à long terme. Mon cerveau a le temps de consolider les apprentissages. Avec les sessions marathon, j'oublie la moitié du contenu. Mon cerveau devient surchargé et fatigué. La science explique ce phénomène très clairement. Notre cerveau apprend mieux avec la répétition espacée. Chaque exposition à la langue renforce notre mémoire. Mais le cerveau a besoin de pauses pour traiter l'information. C'est pendant le sommeil que notre cerveau organise nos nouvelles connaissances. Chapitre 13. Le piège de la perfection. Juillet m'apporte un nouveau défi émotionnel et mental.
Je deviens obsédé par la perfection grammaticale. Pendant mes sessions avec Amélie, je m'arrête constamment. Je corrige chaque petite erreur que je fais. Si j'utilise le mauvais article, je recommence ma phrase. Si mon accord de genre est incorrect, je m'excuse longuement. Amélie remarque ce problème et m'en parle franchement. Elle me dit que la perfection tue la communication. Elle explique que même les Français natifs font des erreurs. Ils oublient des négations. Ils mélangent leurs temps verbaux. Ils utilisent des structures incorrectes dans la conversation informelle. La communication est plus importante que la grammaire parfaite. Cette révélation me libère énormément, mais progressivement. Je commence à accepter mes erreurs comme normales. Quand je parle maintenant, je me concentre sur mon message. Si je fais une erreur, je continue ma phrase. Amélie comprend toujours ce que je veux dire. Ma fluidité s'améliore rapidement après ce changement mental. Pour l'écriture, l'histoire est un peu différente. Dans l'écriture, nous avons le temps de vérifier. Nous avons le temps de corriger nos erreurs. Donc je maintiens des standards plus élevés pour mon journal. Mais je ne deviens pas obsessive ou paralysée. J'écris d'abord librement et naturellement. Ensuite je relis et je corrige calmement. Chapitre 14. La communauté devient essentielle. En août, je découvre l'importance incroyable de la communauté. Apprendre une langue seule est possible mais difficile. Apprendre avec d'autres personnes est plus efficace et plus agréable. Je rejoins un groupe Facebook appelé « Polonais qui apprennent le français ». Ce groupe compte environ 3200 membres actifs de toute la Pologne. Chaque jour, des gens partagent leurs difficultés et leurs succès. Ils posent des questions sur la grammaire confuse. Ils recommandent des ressources utiles et vérifiées. Lire leurs histoires me motive et me rassure. Je trouve aussi une partenaire d'échange linguistique. Elle s'appelle Céline et elle vient de Nantes. Céline apprend le polonais pour son travail. Nous nous rencontrons sur l'application Tandem. Chaque mercredi soir, nous parlons pendant 1 heure. 30 minutes en français et 30 minutes en polonais. Cette pratique est gratuite et mutuellement bénéfique. Céline devient plus qu'une simple partenaire linguistique. Elle devient mon amie et ma confidente. Nous parlons de nos vies personnelles et professionnelles. Nous partageons nos frustrations avec l'apprentissage des langues. Nous nous encourageons pendant les moments difficiles. Cette connexion humaine rend l'apprentissage moins solitaire. Je crée aussi un petit groupe d'études avec 3 autres personnes. Nous sommes tous des Polonais apprenant le français. Nous nous rencontrons chaque samedi dans un café à Cracovie. Nous pratiquons des conversations en français seulement. Au début, c'est très difficile et embarrassant. Mais après quelques semaines, cela devient naturel et amusant. Chapitre 15. La question des technologies. En septembre 2024,
je dois réfléchir aux technologies d'apprentissage. Mon téléphone contient maintenant 12 applications pour le français. Mais est-ce que plus d'applications signifie plus de progrès? Mon ami, la réponse est définitivement non. J'analyse l'utilité réelle de chaque application que j'utilise. Duolingo me donne une pratique quotidienne amusante. Mais son contenu reste superficiel et répétitif. Après 6 mois, les exercices deviennent ennuyeux. Anki est excellent pour mémoriser du vocabulaire. Mais créer des cartes mémoire prend beaucoup de temps. Language Tool vérifie ma grammaire dans l'écriture. Mais il ne m'explique pas mes erreurs. Je décide de faire un grand nettoyage numérique. Je supprime 9 applications de mon téléphone. Je garde seulement 3 outils essentiels. Anki pour le vocabulaire nouveau. Italki pour mes conversations avec Amélie. Et WhatsApp pour parler avec Céline. Cette simplification réduit ma confusion et mon stress. Je découvre aussi les dangers de la traduction automatique. Google Translate semble pratique et utile au début. Mais utiliser la traduction empêche mon cerveau de travailler. Quand je ne connais pas un mot, je dois deviner son sens. Je dois utiliser le contexte et ma logique. Cette lutte mentale renforce mon apprentissage. La facilité des traductions automatiques crée une dépendance nocive. Pour mes podcasts et ma lecture, je choisis la qualité sur la quantité. Au lieu de suivre 8 podcasts différents, je me concentre sur 3. Je choisis des contenus qui m'intéressent vraiment personnellement. Si un podcast parle de cuisine française, je l'écoute. Si un podcast parle de mathématiques abstraites, je le saute. L'intérêt personnel augmente ma motivation et ma rétention. Chapitre 16. La peur de parler persiste. Octobre révèle que certaines peurs restent profondément enracinées. Malgré mes progrès significatifs, parler reste terrifiant pour moi. Cette terreur vient de plusieurs sources différentes. D'abord, j'ai peur du jugement des autres personnes. Quand je parle français avec des erreurs, les gens pensent-ils que je suis stupide? Est-ce qu'ils se moquent de mon accent polonais? Ces pensées parasites envahissent mon esprit. Elles me paralysent avant même de commencer. Ensuite, j'ai peur de ne pas trouver mes mots. Au milieu d'une conversation, mon esprit devient soudainement blanc. Le mot que je cherche disparaît complètement. Les gens attendent ma réponse avec patience. Mais chaque seconde de silence semble durer éternellement. Cette expérience est humiliante et stressante. Amélie me donne des conseils précieux pour combattre ces peurs. Elle me dit que tout le monde fait des erreurs. Elle me raconte qu'elle fait constamment des erreurs en polonais. Elle me montre que les erreurs sont preuve d'apprentissage. Sans erreur, il n'y a pas de progrès. Elle m'apprend aussi des stratégies de communication utiles. Quand je ne connais pas un mot, je peux le décrire. Par exemple, si j'oublie le mot « tournevis », je dis « l'outil pour les vis ».
C'est moins élégant que le mot correct. Mais ça fonctionne pour communiquer mon idée. La communication est toujours plus importante que la précision parfaite. Je pratique aussi l'autocompassion pendant mes erreurs. Au lieu de me critiquer durement, je me parle gentiment. Je me dis, bien essayé Casia. Je me dis, tu fais de ton mieux. Cette gentillesse envers moi-même réduit mon anxiété. Elle me permet de continuer à essayer. Chapitre 17. Le test final approche. En novembre 2024, je ressens une excitation mélangée à de la nervosité. Noël approche et mon défi original se termine bientôt. Dans quelques semaines, je vais retrouver la famille de Thomas. Cette fois, je veux vraiment parler avec eux en français. Je prépare ma visite de manière méthodique et stratégique. Je fais une liste de sujets possibles de conversation. La météo et les voyages. La nourriture et les traditions. Le travail et les hobbies. Pour chaque sujet, je prépare du vocabulaire spécifique. Je pratique des phrases et des expressions utiles. Avec Amélie, nous faisons des simulations de conversation familiale. Elle joue le rôle de différents membres de la famille. Elle pose des questions typiques qu'on pose aux invités. Je réponds comme si c'était le vrai dîner. Ces répétitions me donnent confiance et préparation. Je continue aussi ma routine équilibrée avec discipline. Chaque matin, je lis pendant 30 minutes. Je lis maintenant Les Misérables, en version simplifiée. Pendant mes trajets, j'écoute toujours mes podcasts préférés. Chaque soir, j'écris dans mon journal personnel. Le week-end, je parle avec Amélie et Céline. Mon système est devenu une habitude naturelle maintenant. La dernière semaine avant mon départ, je révise intensivement. Je relis mes notes et mon vocabulaire. Je réécoute mes podcasts favoris. Je parle à voix haute même quand je suis seule. Zofia me regarde avec amusement et soutien. Elle me dit qu'elle est fière de mes efforts. Chapitre 18. Le moment de vérité arrive. Le 22 décembre 2024, j'arrive à Lyon à 17h. Thomas m'attend à la gare avec un bouquet de fleurs. Il me demande en anglais comment je me sens. Je réponds en français que je suis nerveuse mais prête. Son sourire montre sa surprise et sa fierté. Le dîner familial commence à 19h comme l'année dernière. Gisèle me salue chaleureusement à la porte. Cette fois, je réponds en français avec confiance. Je dis que je suis très heureuse de la revoir. Je dis que sa maison est toujours aussi belle. Les phrases sortent naturellement de ma bouche. Elles ne sont pas parfaites bien sûr. Mais elles sont réelles et authentiques. Pendant le dîner, nous parlons de beaucoup de choses différentes. Le père de Thomas me pose des questions sur la Pologne. Je lui parle de Cracovie et de son histoire. Je décris mes plats polonais préférés. Je fais quelques erreurs grammaticales évidemment.
Je mélange parfois le masculin et le féminin. J'oublie des accords de verbes occasionnellement. Mais mon ami, quelque chose de magique se passe. La famille de Thomas comprend tout ce que je dis. Ils répondent à mes questions et à mes commentaires. La conversation coule naturellement sans blocage terrible. Nous rions ensemble des blagues. Nous partageons des histoires personnelles. Je ne traduis pas dans ma tête maintenant. Je pense directement en français pendant ces moments. À la fin de la soirée, Gisèle me serre dans ses bras. Elle me dit en français que mes progrès sont remarquables. Elle me remercie pour mes efforts d'apprendre leur langue. Ces mots me touchent profondément au cœur. Je sens que tous mes sacrifices valent ce moment. Conclusion, les leçons apprises. Mon ami, maintenant je vais partager mes conclusions finales. Après 15 mois d'apprentissage intensif et équilibré, voici ce que je comprends vraiment. Le bon équilibre entre lire, écouter, parler et écrire dépend de tes objectifs. Il n'existe pas de formule magique universelle. Mais certains principes généraux restent vrais pour tout le monde. D'abord, tu as besoin des 4 compétences pour vraiment maîtriser une langue. Négliger une compétence crée des lacunes dans ton apprentissage. Mon erreur initiale était de me concentrer uniquement sur l'écoute. Cette concentration déséquilibrée me rendait passive dans la langue. Je pouvais recevoir mais pas produire le français. Ensuite, les compétences productives nécessitent plus d'efforts mais donnent plus de résultats. Parler et écrire sont difficiles et inconfortables. Mais ces activités transforment tes connaissances en compétences réelles. Sans production active, tu restes un consommateur de la langue. Troisièmement, la consistance quotidienne bat les sessions longues occasionnelles. 20 minutes chaque jour construisent des habitudes durables. Ces habitudes deviennent automatiques avec le temps. Elles ne demandent plus de volonté ou d'effort. Quatrièmement, la communauté rend l'apprentissage plus efficace et plus humain. Trouver des partenaires linguistiques change tout. Ils te motivent pendant les moments difficiles. Ils célèbrent tes progrès et tes réussites. L'apprentissage devient une aventure partagée et non une lutte solitaire. Cinquièmement, accepter les erreurs est essentiel pour progresser rapidement. La peur de la perfection paralyse notre communication. Les erreurs sont les preuves que nous essayons. Elles montrent où nous devons encore travailler. Aujourd'hui, je ne parle pas encore le français parfaitement. Mon accent polonais reste évident et reconnaissable. Je fais encore des erreurs grammaticales régulièrement. Mais je peux communiquer mes idées clairement. Je peux comprendre et être comprise. Je peux maintenant vivre dans la langue française. Mon conseil final pour toi mon ami est simple. Commence où tu es maintenant. Ne cherche pas la perfection dès le début. Fais un peu de chaque compétence chaque semaine. Écoute quelque chose qui t'intéresse vraiment. Lis quelque chose qui te passionne personnellement. Parle même si tu fais beaucoup d'erreurs.
Écris quelques phrases chaque jour. L'équilibre parfait se trouve dans l'action et non dans la planification. Tu découvriras ton propre équilibre en pratiquant régulièrement. Ton équilibre sera différent du mien. Et c'est parfaitement normal et acceptable. Je continue mon voyage avec le français chaque jour. Maintenant je lis des romans contemporains français. J'écoute des émissions de radio sur France Inter. J'écris des articles sur mon blog personnel. Je parle avec Thomas en français maintenant. Notre relation devient plus profonde dans sa langue maternelle. La prochaine étape pour moi est le niveau C1. Ce niveau me permettra de travailler en français. Je veux peut-être déménager à Lyon définitivement. Mais cette décision viendra plus tard. Mon ami, j'espère que mon histoire t'inspire et t'aide. J'espère qu'elle te montre que les erreurs font partie du chemin. J'espère qu'elle te donne le courage de parler malgré ta peur. N'oublie pas de me dire dans les commentaires de quel pays tu regardes. Je lis vraiment tous vos messages avec attention. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. À bientôt et bonne chance avec ton français.